Bonjour à tous, nous sommes toujours Méline et Théo, et voici une nouvelle émission d'Historia, dans laquelle nous décortiquerons l'histoire, ses secrets et ses acteurs. Albert Camus disait que ce n'est pas la révolte en elle-même qui est noble, mais ce qu'elle exige. Alors, aujourd'hui dans cet épisode, nous parlerons de la mutinerie du Bounty, qui a eu lieu en avril 1789. Nous parlerons également de William Bligh, le capitaine qui menait ce fameux bateau. Bonjour Méline. Bonjour à tous, bonjour Théo. William Bligh était un administrateur colonial britannique ainsi qu'un officier de la Royal Navy. Il est né le 9 septembre 1754 à Tinton Manor. Ses parents sont Francis Bligh et Jane Pierce. Il connaît son premier contact avec la mer en 1762, à l'âge de 7 ans, à bord du HMS Monmouth, où il était alors le serviteur personnel du capitaine. Ensuite, en 1770, il s'engage dans la Royal Navy, qui est la composante maritime de l'armée britannique. Il embarque sur le MHS Hunter et devient aspirant l'année d'après, en 1771. Il se fait remarquer grâce à son intelligence, son aisance avec les mathématiques et les sciences, ainsi que ses compétences en dessin et en écriture. Il embarque alors sur le Resolution, avec James Cook, un navigateur et explorateur et cartographe britannique. Celui-ci était d'ailleurs le maître d'équipage. Malheureusement, ce voyage se solde par le décès de James Cook aux îles Hawaï, le 14 février 1779. Cependant, ce voyage a été bénéfique pour Bligh, qui a pu observer comment James Cook maintient son équipage en bonne santé, avec par exemple l'utilisation des agrumes contre le scorbut, une maladie qui se déclenche à la suite d'une carence en vitamine C. Ainsi que la pratique de la danse sur les ponts avec des musiciens pour faire une activité physique. Mais ces méthodes ne sont pour autant mal accueillies par l'équipage du Bounty. Il épouse Elizabeth Betham, durant ses 12 mois d'inactivité, le 14 février 1781. À ce moment-là, il était déjà lieutenant et avait déjà réalisé d'importants travaux d'hydrographie pour la Royal Navy. Après son mariage, il reprend du service et participe à la bataille de Dogger Bank le 5 août 1781. Cette bataille mettra provisoirement fin au raid allemand sur le Royaume-Uni. Et puis le 16 août 1787, il va prendre les commandes du Bounty. Le Bounty est une frégate d'une 30aine de mètres. À l'origine, il ne devait servir qu'au transport de charbon, mais la Royal Navy le rachète. Le problème va être qu'il sera affilié à une classe de navires tous plus grande que lui. Ce qui fait que le Bounty est commandé non pas par un capitaine, mais par un lieutenant. Et surtout, le bateau n'embarque pas les Royal Marines, dont se servent à l'époque tous les capitaines pour se faire obéir de leurs matelots. Il était prévu que le Bounty transporte des plants d'arbres à pain de Tahiti vers les Indes britanniques. Pour mener à bien cette mission, il faut un équipage. On retrouve donc le capitaine du navire, William Bligh, avec l'approbation de Joseph Banks, le président de la Royal Society. L'équipage se compose composé par William Bligh, parmi lesquels Fletcher Christian, un bon marin avec qui il s'entend bien. Ou encore Peter Heywood, qui n'a que 15 ans, mais qui a été recommandé par le beau-père de Bligh. L'équipage réuni donc se compose de 46 personnes. Tout ce beau monde part de Deptford fin décembre 1797, direction Tahiti. Le calme de la haute mer aurait pu s'installer, mais le Bligh a hérité sa discipline du capitaine Cook. Il devient donc très pointilleux dans un esprit de discipline de fer, avec un zèle fanatique, nous dit même l'historien Sam McKinney. Début mars, William Bligh nomme Fletcher Christian second, le préférant à Fryer. Le mois suivant, alors que la frégate s'approche du Cap Horn, une série de tempêtes s'abat sur elle, et du coup il préfère changer de route en passant par le cap de Bonne-Espérance. À partir de là, quelques disputes commencent à naître avec le capitaine, que ce soit par frayeur ou par le chirurgien qui est alcoolique. Il arrive enfin à Tahiti le 26 octobre 1788. Après avoir établi un lien de confiance avec les chefs locaux, Christian est chargé d'aller récupérer les plants d'arbres à pain, but de l'expédition. Les marins vont rester 5 mois sur place. Ils fréquentent alors les Tahitiennes. Bligh laisse faire, mais est de très mauvais poil quand le travail est mal fait. Il humilie souvent Christian à ce sujet.
Mais après 1 millier de plans embarqués, le navire put repartir le 1er avril 1789. Sauf qu'après 5 mois de vie facile à Tahiti, le retour à la discipline marine est rude. Surtout avec Bligh qui est la limite de la paranoïa. Il réprime tout le monde pour tout et n'importe quoi, voire pour des actes imaginaires. Vous venez d'entendre Conquest of Paradise de Vangelis. Christian ainsi que tout l'équipage sont donc épuisés par leur capitaine. Nous sommes au petit matin du 28 avril 1789. Christian et quelques hommes s'armèrent et s'emparent des ponts. 3 marins capturent alors Bligh. Frayeur se réveilla mais retourna se coucher sur l'ordre des mutins. Attaché, lesté et prêt à passer par-dessus bord, en étant un peu aidé, Bligh voulut avoir le soutien de son équipage. Forcément, celui-ci se réveille avec l'agitation, mais personne ne s'agite vraiment. Chaque camp compte alors ses soutiens. La moitié de l'équipage préfère alors partir avec Bligh. Ceux-ci rassemblent alors leurs affaires, très calmement, et partent dans une chaloupe. Christian, nouveau capitaine du navire, garde avec lui les 2 charpentiers et l'armurier pour pouvoir manœuvrer le bateau. Les mutins seuls mettre à bord, les plants d'arbres à pas sont allés visiter les fonds marins. Le cap fut mis sur l'île de Tubuai, jugé facile à défendre car entouré d'un récif corallien. Il y arrive le mois suivant. Mais l'accueil des indigènes n'est pas très chaleureux. Et l'équipage juge que pour s'y installer, il faudrait aller chercher des vivres à Tahiti, mais surtout de la main-d'œuvre et des femmes. Une fois sur place, Christian convainc les chefs locaux de prendre des familles et du bétail en invoquant le nom du capitaine Cook. Une fois de retour sur leur île, ils doivent se battre pour s'installer à Tiboué. Mais les locaux ne sont pas de cet avis et une grande partie des marins finit, avec l'accord de Christian, par retourner à Tahiti. À ce moment-là, alors que Christian repart de Tahiti en emportant des otages tahitiens, les ex-mutins se séparent, voulant construire une goélette pour se rendre ou s'installer sur l'île. En ce qui concerne Bligh, il essaye de gagner les îles les unes après les autres pour rejoindre les Indes, mais pas avec grand succès auprès de tous les indigènes. Il se décide alors à gagner la colonie hollandaise de Kupang, à seulement 6500 km de là. Après quelques péripéties et malgré un temps exécrable, ils parviennent à bon port le 14 juin 1789 et la mutinerie est enfin déclarée aux autorités. Bligh, de retour en Angleterre un an plus tard, est accueilli un peu comme un héros. Et en novembre 1790, le HMS Pandora du capitaine Edwards est chargé de retrouver les mutins.
Une cellule est alors aménagée et est surnommée la boîte de Pandore. Après 5 semaines de recherche et seulement une poignée de prisonniers, Edward décide de rentrer. Mais fin août 1791, le Pandora s'échoue sur un récif. La chaloupe des rescapés fut contrainte au même voyage, à peu près que la chaloupe de Bligh 2 ans plus tôt. Le procès des mutins peut donc se passer l'année suivante, le temps que tout ce petit monde soit rentré en Angleterre. Cependant, Bligh n'y assiste pas. Et oui, il a décidé de repartir pour retenter d'aller chercher les plants d'arbres à pain. Les derniers rescapés du Bounty s'installent finalement sur l'île de Pitcairn. Tout se passait bien au début, mais les Tahitiens, las d'être perçus comme des choses, finirent par assassiner 5 mutins, parmi lesquels Christian. En 1800, après des années d'instabilité, de meurtres et de suicides sur l'île, il ne resta plus que le mutin nommé Adams, qui enseigna et prit soin des 9 femmes et 19 enfants présents sur l'île. 10 ans plus tard, l'île compte 46 habitants, et les bateaux qui s'y égarent, y compris des navires anglais, ne prêtent plus attention à ce qui s'y passe et les laissent tranquilles. Quant à William Bligh, à la suite du commandement de la Bounty, il prend les commandes de divers autres bateaux. En avril 1797, à bord du HMS Director, il doit faire face à une autre mutinerie. Il participe à plusieurs batailles navales, dont la bataille de Camperdown, le 11 octobre 1797. Cette bataille fut remportée par les Britanniques contre les Hollandais. Ainsi que la bataille de Copenhague, le 2 avril 1800, qui oppose la flotte britannique à la flotte danoise et norvégienne. En 1805, il est envoyé en cour martiale, accusé d'avoir insulté ses officiers sur le HMS Warrior. Comme vous pouvez le constater, c'est un capitaine plutôt tyrannique. L'année d'après, il se voit nommé gouverneur d'une nouvelle colonie, celle de Nouvelle-Galles du Sud. Par ailleurs, son autorité, assez rigide, fera l'objet d'une révolte, la révolte du Rhum à Sydney en 1808. Suite à cet événement, le major George Johnson le retire de son poste et William Bligh sera emprisonné pendant 2 ans. Il sera délivré par son prédécesseur et la cour de Chelsea le lavera de ses méfaits et fera enfermer Johnson à sa place. C'est ce qu'on appelle un retournement de situation. Pour finir sa carrière, il est promu contre-amiral en 1810 et finalement, il finira sa vie en tant que vice-amiral 4 ans après, en 1814. Il meurt le 7 décembre 1817 et il est inhumé dans la partie est du cimetière de l'église de Lambeth à côté de son épouse. Merci de nous avoir écoutés. Vous nous retrouverez dès la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle période et de nouveaux acteurs de l'histoire. Car comme Victor Hugo le disait également, révolution est précisément le contraire de révolte. Allez, on vous laisse revenir tranquillement sur la bonne ligne temporelle. À très bientôt.